Vous savez, c'est drôle que vous parliez des automobiles parce que je faisais justement une vidéo hier sur le Bureau d'analyse économique, leur rapport qui est sorti vendredi et avec le PCE, et ils ont noté que les dépenses avaient diminué de 30 milliards de dollars. Je pense que c'est 30,7 milliards de dollars. Et puis, ils ont fait une répartition. Et la première chose sur laquelle les gens ont cessé de dépenser étaient les automobiles et les pièces automobiles. Ce qui est choquant, ce sont les pièces automobiles. Parce que si votre voiture est en panne, n'avez-vous pas besoin d'une pièce automobile? Vous pourriez en avoir besoin. Donc, cela montre combien les gens sont mal financièrement s'ils ne sont même pas prêts à réparer leur voiture. Mais oui, je m'attends à ce que la demande pour les voitures neuves chute absolument. Oui, je veux dire, quand vous voyez cela avec Mercedes et Volkswagen et tant d'autres constructeurs automobiles, même avec Tesla, leurs ventes ralentissent considérablement. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le crédit qui est serré ou les banques qui ne sont pas prêtes à prêter si vous avez un emploi, je me souviens de Steve prenant sa retraite en 2012. Et j'étais l'emprunteur parfait, n'est-ce pas? Vous savez, vous avez un score de crédit de 780. Je venais juste d'aller là-bas et d'acheter un tas de propriétés locatives que j'ai payées en espèces d'ailleurs. Et j'avais des locataires dans chacune de ces propriétés qui me payaient 1 200 $ par mois. Et à l'époque, souvenez-vous, les taux d'intérêt étaient à 0. Et je suis l'emprunteur parfait. Et je vais à la banque et je dis, et puis-je au moins obtenir, disons, une ligne de crédit? Je ne veux même pas un refinancement en espèces, juste une ligne de crédit. Et je leur demandais un LTV de 40%. 40, ce qui n'est rien, n'est-ce pas? Vous faites défaut. Je pourrais vendre ça en un clin d'œil. Exactement. Et les banques ne me prêtaient même pas attention. Ne me prêtez même pas attention, Steve. Donc, mon point est que même si vous avez un emploi, si les banques perçoivent un risque accru, elles ne vous prêteront toujours pas, peu importe ce que fait la Fed, avec le début de la courbe ou avec l'assouplissement quantitatif. Oui, n'est-ce pas intéressant? Parce que la Fed baisse les taux pour inciter les gens à emprunter, mais les banques contrôlent le système. Nous arrivons réellement. Nous sommes dans une économie de crédit. Alors, comment introduire de l'argent neuf dans l'économie? Eh bien, les banques commerciales le créent lorsqu'elles prêtent, pas les coopératives de crédit, pas les banques régionales. Il faut être une banque commerciale, nouveau prêt, nouvel argent dans le système. Maintenant, en même temps, lorsque la valeur principale, ce prêt est remboursé, que ce soit mensuellement ou de quelque manière que vous le remboursiez, cet argent est détruit. Donc, à la fin de la journée, vous avez besoin d'une création nette de nouvel argent pour entrer dans l'économie, pour circuler, pour la dynamiser. Et pourtant, en même temps, ce sont les banques qui nous font entrer dans ces récessions. Vous regardez comment cela se passe. Les banques commencent à voir l'économie ralentir et elles regardent et quelqu'un vient et elles se disent, je ne sais pas si je veux vous accorder un prêt parce que je ne suis pas convaincu que vous allez le rembourser. Alors, elles commencent à resserrer les normes de crédit et juste un peu, comme vous l'avez mentionné, vous étiez dans une excellente situation pour prêter, mais elles pensaient que vous ne l'étiez pas. Mais quelqu'un d'autre arrive avec encore plus d'argent et dit, eh bien, nous vous prêterons parce que nous pensons que vous pouvez le rembourser. Mais plus ils refusent des gens, moins il y a de nouvel argent créé dans l'économie. Et c'est un problème parce que ces bulles qui se forment, vous avez besoin de plus en plus d'argent pour alimenter les prix des actifs et maintenir l'économie en marche. Les banques commencent à resserrer les normes. Ce que nous voyons qu'elles font, le crédit commence à se réduire. Et ensuite, vous savez, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce stade. Et c'est un peu là où nous en sommes maintenant. Les banques ont resserré les normes. Les consommateurs veulent des prêts. Les banques ne veulent pas leur en accorder. Alors maintenant, ils se tournent vers leur maison pour obtenir de l'équité, ce qui est logique. Mais une fois que cela est épuisé, nous faisons face à une crise immobilière. Revenons à la crise financière mondiale. Que s'est-il passé? Les constructeurs avaient beaucoup de stocks. Les choses ont commencé à mal tourner. Ils avaient besoin de les vendre, ils ont la marge, alors ils commencent à baisser les prix. Et ensuite, que se passe-t-il? Les gens, de l'autre côté, ils commencent à perdre leur emploi. Maintenant, ils veulent vendre leur maison parce qu'ils doivent se débarrasser de leurs paiements coûteux. Mais maintenant, ils sont à l'envers parce que les constructeurs ont baissé les prix de manière si agressive. Ensuite, vous avez une crise financière. Alors, je regarde la situation. Vous commencez l'émission en demandant, pouvons-nous arriver à la déflation? Je pense que nous pouvons. Cela va juste dépendre de la rapidité avec laquelle cette chose va prendre de l'ampleur. Oui. Et que pensez-vous de la Fed d'Atlanta qui est sortie l'autre jour, où ils étaient à 2,3% en ce qui concerne le PIB maintenant, cet outil de prévision qu'ils ont. Et ils viennent de le faire chuter à moins 1,5%.
Et puis tout le monde parlait de comment, oh, eh bien, rien à voir ici, parce que c'est tout à cause du déficit commercial et des droits de douane anticipés. Et puis le tout prochain jour ouvrable, ils sont sortis et l'ont fait passer de moins 0,5 à moins 2,8. Et qui sait où cela en est quand cela sera diffusé, Steve? Cela pourrait être à moins 10. Nous pouvons tenir bon. J'ai vu ça et j'ai un peu ri. Je me suis dit, mec, si c'est vrai, c'est certainement intéressant. Mais ils n'ont pas vraiment expliqué pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion. Donc, mais si c'est vrai, je veux dire, c'est un signal d'alarme pour l'économie, mais je ne pense pas qu'ils apparaissent dans aucune des données que je consulte. Donc, peut-être que c'est biaisé de la part de la Fed d'Atlanta, parce peut-être que quelqu'un là-bas n'aime pas Trump. C'est possible. Ils ont expliqué la baisse. Je ne suis pas retourné dans les archives pour lire ce qu'ils ont dit à propos du 1,5 descendant à moins 1,5, mais ils ont expliqué le passage de moins 1,5 à moins 2,8. Et ils ont renvoyé cela au rapport PCE du Bureau of Economic Analysis qui est sorti où ils ont vu cette grande baisse des dépenses. Oui, cela aurait du sens. Donc, je veux dire, je ne sais pas. Je trouve intéressant que le PCE ait montré une telle baisse alors que nous ne l'avons pas vraiment observé ailleurs. Habituellement, comme vous le savez, certaines des données à haute fréquence sont bien plus intéressantes. Mais si tout cela est vrai et que ce chiffre est correct et que ce que la Fed d'Atlanta a vu va empirer, alors ce sera assez stupéfiant lorsque ce chiffre réel chutera. Donc, basé sur tout ce que vous venez de dire, je supposerais que vous seriez extrêmement baissier sur les matières premières. Eh bien, pour certaines matières premières, je suis optimiste. Pour vous, optimiste sur les matières premières? Certaines matières premières agricoles, parce que pourquoi avons-nous ces tarifs? Eh bien, c'est juste pour créer un équilibre commercial. Et quelle est la seule chose que Trump doit faire? Il a dit aux agriculteurs qu'il allait arranger les choses pour eux. Qu'est-ce que c'est? Chaque accord qu'il a essayé de conclure dans le passé a été du genre, on laissera entrer vos produits, mais vous devez acheter nos produits agricoles. Donc, je pense qu'il va y avoir une certaine demande pour les produits agricoles. Maintenant, lesquels précisément, je ne sais pas, mais je suis un peu optimiste à ce sujet. Mais particulièrement ces pays comme la Chine qui ont besoin de nous ou qui ont besoin d'importer de la nourriture, s'ils peuvent conclure un accord avec nous, ils vont acheter chez nous. Et je pense que c'est ce que Trump essaye de faire. Voici, et je vais construire un mur, et ensuite vous faire venir à la table. Et ensuite, nous allons renégocier pour que vous achetiez chez nous au lieu de, disons, des pays comme le Brésil ou d'autres endroits où vous achetez vos produits. Donc, je suis optimiste à ce sujet, mais je serai bien plus optimiste sur les obligations ici quand cette affaire éclatera. D'accord, donc peut-être plus de matières premières agricoles que de pétrole. Oh, pas optimiste sur le pétrole du tout. Je ne serais pas super pessimiste sur le pétrole parce que, encore une fois, vous regardez les gens qui perdent leur emploi, leurs dépenses vont diminuer, leur utilisation d'énergie va baisser. Et comme les expansions économiques sont alimentées par une demande énergétique croissante, cela conduit à une hausse des prix de l'énergie, mais les récessions. Juste l'exact opposé. Donc oui, les matières premières agricoles, pas tellement les matières premières dures comme l'énergie. Oui. Et à ce propos, je viens de voir aujourd'hui que le pétrole a encore beaucoup baissé. J'ai oublié où il en est exactement, mais il pourrait approcher les 65. Et je sais que les types de CNBC blâment cela sur l'augmentation de la production par l'OPEP+. Mais chaque fois que je vois ces grandes, énormes baisses du pétrole, je me demande toujours, d'accord, cela pourrait être dû à l'offre, mais est-ce que c'est plutôt dû à la demande? Oui, je veux dire, c'est définitivement la demande. Mais je regarde aussi le fait qu'il était inévitable que l'OPEP doive produire plus. Parce qu'ils ne peuvent pas obtenir le prix qu'ils souhaitent. Ils ont réduit l'offre, mais finalement, les gens vont commencer à tricher. On ne peut déshabiller Pierre pour habiller Paul que temporairement. Et à un moment donné, certains de ces pays diront, « Hey, écoutez, nous avons besoin d'argent. Vous savez, nous avons beaucoup de dettes. Nous avons accumulé la facture. Alors, que faisons-nous? Nous pompons. Donc, en même temps, vous allez voir plus de pompage pour générer des revenus face à une demande en baisse. Donc, oui, le fait que les prix du pétrole baissent n'est pas pour moi un signe de force économique. Maintenant, dans une économie en plein essor, s'il y a un léger ralentissement, vous obtenez une baisse suffisamment importante du pétrole. Oui, cela compte, car cela libère des dépenses. À ce stade, pour le consommateur américain, c'est bien trop tard. Oui, cela a du sens. Alors, quelles sont vos opinions sur le dollar pour 2025? Le dollar, c'est assez intéressant. Donc, en fin de compte, le dollar est une valeur refuge. Donc, si nous avons une crise, le dollar va monter en flèche.
Vous savez, la théorie du milkshake de Brent Johnson, ce truc va devenir vertical. Ça le fait toujours. En ce moment, nous voyons un certain affaiblissement. Je pense qu'à court terme, à moins que nous ne subissions un choc catastrophique pour l'économie, vous savez, à court terme, je pense que le dollar s'affaiblit. Et puis, il y a un moment où les choses commencent à s'effondrer. Et ensuite, vous savez, les taux d'intérêt baissent, la Fed commence à réduire et le dollar va simplement monter en flèche. Oui, donc je pense que la plupart des gens entendraient cela et diraient, eh bien, Steve, si la Fed réduit, cela ne signifie-t-il pas que le dollar baisserait à cause des différentiels de taux d'intérêt? Mais je suppose que ce que vous impliquez, c'est que si la Fed réduit à 1 ou 0, peu importe ce qu'ils réduisent, la BCE et les banques du Japon vont réduire beaucoup plus rapidement. Eh bien, tout le monde va réduire, ça va revenir à zéro, et tout le monde continue de dire ce n'est pas possible. Si les gens ne comprennent pas les économies basées sur la dette, et vous pouvez revenir en arrière et regarder à travers l'histoire. Et vous voyez, d'accord, si les taux sont à 12% et que vous les baissez, vous commencez à créer de la croissance. Et puis vous passez de 10 à 8, eh bien, nous avons déjà été à 0 deux fois auparavant. Donc la question est, où devons-nous aller? Oh, eh bien, est-ce que cette fois 2% va fonctionner? Eh bien non, vous devez d'abord redescendre à 0. Parce que le but principal est de faire que ces personnes qui ont acheté des biens à des taux antérieurs refinancent à taux réduit. Et il y a beaucoup de gens qui ont des hypothèques très basses. Le problème est que zéro n'est pas la solution. Nous devons aller en territoire négatif, ce que la Fed ne peut pas faire. Nous avons besoin que les taux baissent, donc c'est toujours descendre. C'est un peu comme le dollar. Les gens disent, eh bien, le dollar ne conserve pas son pouvoir d'achat. Eh bien, ce n'était jamais censé l'être. En fait, si l'économie mondiale croît, vous créez plus de dollars, le dollar perd lentement de la valeur au fil du temps. Si vous voulez protéger votre pouvoir d'achat, allez acheter quelque chose avec vos dollars. Allez acheter de l'immobilier ou des objets de collection, des œuvres d'art, peu importe. Allez acheter autre chose. La même chose est vraie ici. Nous allons voir l'économie ralentir. Nous allons voir tout cela commencer à impacter tout en même temps. Et puis, la prochaine chose, vous savez, le dollar va devenir l'échange de sécurité et les taux d'intérêt vont baisser. Les obligations seront un échange de sécurité. C'est exactement ce que je m'attends à voir. Oui, oui. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est un échange de sécurité est à cause de la force, non pas du dollar, mais du réseau du dollar. J'encouragerais fortement les téléspectateurs à ne pas considérer le dollar comme une monnaie, mais plutôt comme un réseau. Cela a probablement l'effet de réseau le plus important que nous ayons jamais vu dans l'histoire humaine. Salut les gars, j'aimerais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise annuellement qui vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Elle vous aide à accroître votre liberté et votre autonomie personnelle et elle vous aide également à augmenter la taille de votre réseau. En d'autres termes, vous avez l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes partageant les mêmes idées, d'autres capitalistes rebelles. Cela se passe à Orlando du 23 au 25 mai. Les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets dès que possible et pour savoir qui interviendra lors du Rebelle Capitaliste Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebellecapitalistelive.com. Et juste une petite information privilégiée. Si vous achetez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction. Car à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, le prix des billets augmente. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant, achetez vos billets et je vous verrai bientôt à Orlando du 23 au 25.